Imaginez qu'il reste 5 ans. 5 ans et la Terre disparaîtra. Le monde est en train de mourir et la planète a épuisé toutes ses ressources naturelles. Plus aucun humain n'a d'espoir, il n'y a même plus d'électricité sur Terre, mais soudainement, une rockstar venue d'un autre univers débarque et délivre pour la première fois un message d'espoir au monde. Immédiatement séduits par ce prophète venu d'ailleurs, les humains se mettent en masse à l'aduler. Cette rockstar se nomme Ziggy Stardust. Évidemment, cette histoire est fictive, mais quelque part, Ziggy Stardust existe bien. C'est l'alter ego de l'artiste David Bowie, autrement dit, l'un des personnages qu'il a créé puis interprété sur scène. Si Ziggy n'a pas sauvé la Terre, il a cependant eu un impact culturel bien réel sur notre planète. Il est comparé aux Beatles en termes de vente d'albums, de concerts, mais également de fanbase. Il a donné de l'ampleur à un style musical entier, le glam rock, mais il a également influencé plus généralement le monde de la musique. Bref, le personnage créé de toutes pièces par David Bowie a profondément bouleversé la culture. Mais il se trouve que ce n'est pas le seul personnage fictif créé par David Bowie à avoir eu énormément d'impact. De Aladdin Sane, le fameux personnage frappé par un éclair, au Finn White Duke, l'un des personnages les plus sombres de son créateur, décrit lui-même comme un type très arien, fasciste, David Bowie a excellé dans l'art de créer des alter-ego, des personnages fictifs. Et le dernier de la liste est David Bowie lui-même. Comme le déclare Brian Eno, on ne pouvait pas dire ce qui était sincère et ce qui était théâtral. La limite entre David Jones et David Bowie a en réalité toujours été floue. Mais alors, on peut légitimement se demander qui est vraiment cet artiste considéré comme l'un des plus influents du XXe et du XXIe siècle. Qui sont ces alter-ego et qu'ont-ils changé dans la culture? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo en nous plongeant dans l'histoire de David Bowie, un artiste aussi fascinant que mystérieux. Comme beaucoup de jeunes adolescents anglais, David Robert Jones est passionné de musique. Et comme beaucoup de jeunes adolescents anglais, il va très tôt monter son premier groupe. À 15 ans, il forme les Conrads avec 4 autres musiciens. David est fasciné depuis son plus jeune âge par la création, et notamment par la création musicale. Et cette expérience avec son premier groupe lui confirme une chose, il veut être une pop star. Le problème, c'est que sa mère n'est pas vraiment de cet avis. Disons plutôt qu'elle est un peu plus réaliste, alors quand David quitte l'école, à peine âgé de 16 ans, elle lui trouve de force un emploi d'assistant électricien, ce qui est un peu loin des rêves de célébrité de David. Mais bon, celui-ci n'a pas trop le choix, et surtout, il a quand même la liberté de continuer de faire de la musique. Le problème, c'est que David s'apprête à rentrer dans la spirale infernale de l'échec. Il commence par quitter les Conrads qui n'ont pas eu de succès pour rejoindre un autre groupe, The King Bees. Grâce à son culot, il obtient un contrat de management pour lui et le groupe. Ils sortent ensemble leur premier album et ça ne marche pas. David quitte The King Bees pour rejoindre un autre groupe, The Manish Boy. À ce moment, il remet en question non pas ses envies de carrière, mais plutôt son nom. À l'époque, David Jones se produit sous son vrai nom. David Jones. Le problème, c'est que David Jones, c'est très proche de David Jones, un musicien populaire de l'époque du groupe The Monkey. David tient à s'en différencier, alors il se renomme d'abord Tom Jones pour garder le Jones de son nom auquel il tient, puis finalement, il opte pour David Bowie. Est-ce que ça va changer quelque chose à son succès? Eh bien, pas du tout, puisqu'il rejoint à ce moment-là un nouveau groupe qui va échouer. Sauf que c'est aussi à cette période, en 1966, après tous ces groupes sans succès et ces années de galère, que David Bowie va rencontrer Kenneth Pitt, qui va devenir son nouveau manager. C'est à ce moment que David commence à prendre au sérieux l'idée de sa carrière solo, et c'est pourquoi il sort son premier album éponyme, sans groupe, le 1er juin 1967. Et l'album ne va pas marcher non plus. Ça fait maintenant 5 ans que Bowie s'acharne sans succès. Et pendant 2 ans, à partir de son premier album, il ne va plus rien sortir en solo. Mais là où beaucoup auraient abandonné, David, lui, est convaincu de son potentiel. Il sait qu'il peut construire une carrière incroyable. Il n'a pas dit son dernier mot, mais il n'est pas encore au bout de ses échecs.
David, il a une chance, c'est que son manager, Kenneth Pitt, continue de fortement croire en lui. Pour le mettre en avant et dans une tentative de sauver le premier album solo de son petit protégé, Kenneth, il a une idée. Ils vont réaliser un film musical mettant en avant chaque chanson de l'album. Mais pour ça, il faudrait quand même un inédit. Kenneth demande alors à David Bowie de composer un titre spécialement pour le film. David s'exécute et il en ressort Space Oddity. Le tournage du film se déroule comme convenu, sauf que Kenneth n'arrive pas à vendre le résultat final. Aucune chaîne de télévision ne veut le diffuser. Le film ne sort pas et personne n'écoute Space Oddity. Sauf que David Bowie, il l'aime bien, ce single. Alors lorsqu'il signe un nouveau contrat avec un label en 69, il décide de réenregistrer le morceau pour essayer de le sortir en single. Le morceau sort donc le 11 juillet 1969, 5 jours avant le décollage d'Apollo 11. Et peut-être qu'on dirait que ça n'a aucun rapport, mais ça en a un. Space Oddity, c'est une histoire, celle d'un astronaute nommé Major Tom qui se rend dans l'espace et toute la chanson est en fait un dialogue entre Major Tom et la tour de contrôle de la station spatiale. L'histoire de Space Oddity ne se finit pas très bien puisque même si Major Tom ne meurt pas explicitement, les dernières paroles de la chanson suggèrent que quelque chose ne va pas et possiblement qu'il ne reviendra jamais sur Terre. Le problème, c'est que les astronautes d'Apollo 11 prennent en ce moment dans la vraie vie de gros risques et ne reviendront peut-être eux vraiment jamais. Alors, la BBC n'a aucune envie de diffuser un single parlant d'un malheur arrivé dans l'espace. Heureusement, le 23 juillet 1969, les astronautes d'Apollo 11 reviennent sains et saufs sur Terre. Malheureusement, c'est trop tard. Le momentum est passé et le single ne décolle pas. Un nouvel échec s'inscrit sur la longue liste des échecs de David Bowie. Sauf que, quelques mois plus tard, une campagne publicitaire pour le single est malgré tout lancée. Et cette fois, au bout de la 3e tentative de faire quelque chose de ce morceau, il décolle. Il atteint la 5e place des charts anglais et enfin, David Bowie se fait un nom sur la scène anglaise. Space Oddity devient un véritable hit. Mais Bowie court un danger. Si vous êtes des habitués de cette chaîne, vous me voyez sûrement venir. David Bowie est en passe de devenir un one hit wonder, c'est-à-dire un artiste qui ne connaît qu'un seul succès grand public et qui n'arrive jamais à faire mieux. Et malheureusement, David Bowie va se retrouver à 2 pas de tomber dans le ravin des one hit wonder. Et je ne vous dis pas ça à la légère. L'album qui accompagne Space Oddity est un échec. Le public n'accroche pas et Space Oddity prend toute la place quand on parle de David Bowie. Sauf que, heureusement pour lui, le suivant va réussir à captiver un peu plus le public anglais. The Man Who Solved the World conquiert le cœur d'un peu plus de personnes, tout comme l'album suivant, Hunky Dory. Ces 2 albums montent dans les charts anglais et après autant d'années de galère, c'est un soulagement et une vraie réussite pour David. Cependant, il est loin d'être une rockstar absolue. Il est loin de son rêve et surtout, il sait qu'artistiquement, il peut pousser les limites de sa créativité encore plus loin. David Bowie n'est pas vraiment un musicien. Disons plutôt que c'est un artiste au sens très complet du terme. C'est un passionné de poésie, de peinture, de cinéma et de théâtre. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est combiner ses passions. Alors, puisqu'il invente des personnages et de petites histoires pour ses musiques, pourquoi ne pas en créer des personnages à part entière? C'est dans ce contexte que va naître le premier vrai alter ego de David Bowie, Ziggy Stardust. Ziggy Stardust apparaît pour la toute première fois sur scène le 10 février 1972 et c'est son apparence physique qui le démarque. Le personnage est évidemment interprété par David Bowie, mais un David Bowie complètement différent physiquement. De sa coupe de cheveux à son maquillage jusqu'à la combinaison qu'il porte, tout est nouveau et pour l'époque, tout est à la fois fascinant et choquant.
Quelques mois plus tard, le décor dans lequel prend place l'histoire de Ziggy est posé par un album. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, racontant l'histoire de science-fiction du personnage. Et cet album va changer le cours de l'histoire de la musique, mais pas à sa sortie. Il faudra attendre un mois, le 6 juillet 1972. Ce jour-là, David Bowie et les membres de son groupe donnent une performance télévisée sur l'émission Top of the Pops de BBC, durant laquelle ils interprètent la chanson Starman. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile, it's all right. Alors aujourd'hui, les images nous paraissent peut-être un peu banales, mais à l'époque, apparaître avec de la couleur, du maquillage, ce genre de coupe de cheveux, deux hommes si proches à la télé, c'est juste complètement novateur. Bowie brise le 4e mur avant la 2e minute de la chanson et en 3 minutes 33, Bowie vient de changer l'histoire de la musique et de donner en quelque sorte le coup d'envoi des années 70 et du glam rock. Il faut bien comprendre deux choses. À l'époque, l'Angleterre traverse une période difficile et David Bowie arrive avec de la couleur et un tube très pop. Et surtout, après des années de rock machiste représenté par des symboles de virilité, David Bowie vient de représenter, d'éveiller et même de libérer toute une génération qui ne se reconnaissait pas dans ses rockers. Bowie a réussi son pari, pousser sa créativité en dehors des limites et devenir la rockstar qu'il a toujours voulu être. Mais David Bowie, c'est un artiste anglais. Et les artistes anglais ont besoin d'une chose pour devenir internationaux, conquérir l'Amérique. Et c'est à cette occasion que David Bowie va créer son deuxième alter ego le plus célèbre, Aladdin Sane. Grâce à son énorme succès en Angleterre, David Bowie embarque aux États-Unis et joue à Los Angeles le 20 octobre 1972. Si ses projets précédents, y compris son album à succès The Rise and Fall of Ziggy, sont des échecs en Amérique, il parvient malgré tout à séduire en partie sur scène le public américain. Mais il ne fait largement pas l'unanimité et pas encore assez pour devenir véritablement mondial et conquérir entièrement les États-Unis. C'est dans ce contexte que David crée une sorte de version américaine de Ziggy qu'il définit lui-même comme Ziggy va en Amérique, Aladdin Sane. Aladdin Sane, c'est aussi le nom du futur album de David Bowie qui marque la percée définitive de l'artiste à l'échelle mondiale. Acclamé en France, au Royaume-Uni, mais aussi cette fois aux États-Unis, musicalement et visuellement, Aladdin Sane est un carton plein. Mais cet album est aussi beaucoup plus dur que le précédent. D'abord, musicalement, l'influence américaine a rendu le rock de Bowie moins raffiné, mais aussi dans les paroles. David y évoque la décadence humaine, la violence inspirée de ce qu'il observe en Amérique, et il y parle aussi de toxicomanie. Et justement, David est en train de sombrer profondément dans la drogue. Et même si ces personnages sont avant tout des représentations théâtrales, que tout ça est fictif, les alter-ego de Bowie sont malgré tout plus ou moins connectés à sa vie, à ses pensées. Et actuellement, dans sa vie, la lumière est en train de s'éteindre. Il sombre psychologiquement et physiquement. Et ça va donner lieu à un tout nouveau personnage, le plus sombre que David Bowie n'ait jamais créé. En 1976, la couleur de Ziggy Stardust et d'Aladdin Sane disparaissent complètement, laissant apparaître The Thin White Duke, un personnage aux habits noirs et blancs, à la posture sévère et surtout aux propos ouvertement fascistes. Lors d'une conférence de presse à Stockholm, il déclara « À mon avis, je suis la seule alternative au poste de Premier ministre en Angleterre. Je pense que la Grande-Bretagne a besoin d'un leader fasciste. » On ne sait pas si c'est The Thin White Duke ou bien si c'est David Bowie qui s'exprime à ce moment-là. Une photo de lui sera publiée par NME en train d'effectuer le salut nazi, et même si Bowie niera que c'était son intention, d'autres éléments comme sa possession d'objets nazis ou son interview dans Playboy dans laquelle il déclarera que le leader à moustache de l'Allemagne de l'époque était l'une des premières rockstars ne l'aideront pas. Est-ce que c'était un jeu artistique, utilisant l'imagerie du choc, comme d'autres artistes ont pu le faire ? Est-ce que c'est une réelle partie sombre des pensées du vrai David ? Est-ce que c'était sous l'influence de la drogue ? Il est
difficile de le savoir à cette époque, tant depuis tant d'années, les personnages de Bowie s'entremêlent avec sa vraie personnalité, David interprétant maintenant ses personnages en dehors de la scène. De son côté, à cette époque, le vrai David sombre dans un mode de vie à base de drogue et sa toxicomanie devient réellement problématique. En 1977, un an après la sortie de l'album accompagnant ce nouveau personnage, Station to Station, The Thin White Duke disparaît. Et cette fois, il laisse place à un personnage encore plus surprenant que les précédents, David Bowie lui-même. Devenu paranoïaque, obsédé de manière malsaine par l'occultisme et le Troisième Reich, il faut pour la survie de David qu'il s'en aille loin de Los Angeles, la ville de toutes les tentations. Tout change alors pour lui. Il déménage en Allemagne et voyage en Europe, notamment à Paris, pour se débarrasser définitivement de la drogue dans sa vie. À cette époque, David a la chance de connaître deux grandes autres forces créatrices, Brian Eno, mais aussi Iggy Pop, qui vont beaucoup l'aider musicalement sur la composition d'un des projets les plus importants de sa carrière, la trilogie berlinoise, composée de 3 albums, Low, Heroes et Lodger, 3 albums dans lesquels aucun alter ego à la Ziggy Stardust ou à la Thin White Duke n'apparaissent. David Bowie le dira en interview. Une partie de ses personnages sont nés d'abord de son envie de mélanger la musique avec le théâtre, mais aussi de sa gêne sur scène. Il ne s'y sentait pas particulièrement à l'aise, alors il inventait des personnages qui illustraient les histoires qu'il écrivait. À présent, il est à l'aise à l'idée d'être plus ou moins lui-même sur scène. Un seul personnage dictera le reste de sa carrière, celui de David Bowie. Ce même David Bowie qui a révolutionné profondément le monde de la musique, d'abord en faisant exploser la toute nouvelle scène glam rock, dont il est l'une des plus grandes figures, en influençant énormément d'artistes des générations suivantes dans un spectre extrêmement large, allant de Bono de U2 aux prestations scéniques théâtrales de Lady Gaga, créant également le son des années 80 avec son plus gros hit commercial à ce jour, Let's Dance, et en dehors de la musique, il a également un impact sur le monde du cinéma, sur le monde de la mode, mais il y a un dernier point un peu moins évoqué sur ce qu'a changé David Bowie, ou peut-être David Jones. Un article du Irish Times en parle très bien. David a changé notre façon de nous voir nous-mêmes. Quand vous élevez un enfant, une partie de son éducation passe par la construction du caractère. On inculque aux enfants différents traits de caractère qui varient selon divers paramètres, mais qui sont censés les forger pour la vie d'adulte. Le changement est mal vu dans la société. Il est notamment perçu comme une punition dans la culture populaire, avec par exemple les sorcières qui transforment les princes charmants en crapauds. Dans la vie active, dans la vie d'adulte, chacun est censé avoir une identité propre, un caractère défini. Mais David, lui, est venu bouleverser complètement cette notion. Ces personnages ne sont pas vraiment des personnages, mais plutôt des fragments de personnalité, parfois poussés aux extrêmes. Il remet profondément en question l'idée que le soi est figé. Et même si bien sûr ce n'est pas le premier à le faire, il est le seul à l'avoir fait de manière aussi grand public et à avoir exposé cette idée, même de manière inconsciente, à un public très large. Même si c'est terrifiant, il a remis en question l'essence même de nos êtres, nous confrontant à la dure réalité que rien n'est figé, pas même nous-mêmes. David a mis en scène l'idée que nous ne sommes peut-être rien de plus que nos pensées et que rien dans nos identités n'est réellement figé. C'est une idée profondément effrayante pour la plupart des gens et c'est sûrement à ça que l'on reconnaît un grand artiste. Un artiste qui pousse tellement loin les limites qu'il remet en question des choses que nous pensions ancrées en nous. Si le titre de la vidéo est probablement quelque chose comme « l'artiste que personne n'a jamais réussi à cerner », c'est parce que je pense que l'œuvre de Bowie est encore plus complexe et plus vaste que ce que l'on imagine. Et entendons-nous bien, je ne prétends pas du tout avoir réussi à moi-même le comprendre. Et je pense en plus que toute interprétation de ce genre d'œuvre laisse une part à la subjectivité. J'espère avoir simplement réussi à mettre en lumière une partie de l'histoire fascinante de cet artiste qui a profondément bouleversé la vision du monde de beaucoup d'êtres humains. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.